partie, du cours qui nous reste, c'est, de la partie LID, pas bien sûr, c'est la partie, qui concerne la requête select, donc l'interrogation des données, c'est les jointures. Les jointures, si vous vous rappelez, on a vu que les jointures nous permettaient d'afficher des données qui, venaient de tables différentes. Lorsqu'on veut afficher, des informations qui viennent de tables différentes, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va faire appel aux jointures. Bien sûr, qui dit jointure dit, donc condition de jointure, donc c'est, la condition qui va nous permettre de lier, les tables. Là, je suis juste, en train de vous rappeler la jointure. Donc on a vu ça au niveau de l'algèbre relationnelle. Donc on a vu que les jointures, il y avait, 2 types de conditions. Il y avait des conditions avec égalité et des conditions avec des inégalités. Quand c'est une condition avec égalité, on appelle ça une équijointure et quand c'est une condition avec une inégalité, c'est une non équijointure. Beh, alors, donc, là, c'est un exemple type de la jointure. On veut, afficher, pour chaque détail, de commande, là, on a le code du produit, mais on veut quand même afficher, le libellé et le prix unitaire des produits qui sont là. Donc là, on va faire une jointure entre les tables produits et détail commande et la condition de jointure va porter sur code produit. On va dire code produit de détail commande sera égal à code produit de la table produit. Et ici, c'est un affichage, donc on n'a pas minimisé l'affichage, donc par défaut, la jointure, elle affiche les colonnes des 2 tables. D'accord? Alors, il y a l'ordre des colonnes, ici, l'ordre des colonnes n'est pas arbitraire. L'ordre des colonnes, c'est l'ordre de l'écriture de la jointure. C'est-à-dire, si on écrit ici jointure entre produit et détail commande, on aura tout d'abord les colonnes qui sont relatives à la table produit. Ensuite, nous aurons les colonnes qui sont relatives à la partie détail commande, donc l'autre table. Et là, si nous voulons minimiser, l'affichage, donc on voudrait afficher par exemple que le code produit, le prix et le numéro de la commande, on peut faire ça. Donc au niveau d'une requête, SQL, c'est avec un select et au niveau de l'algèbre relationnelle, c'est via une projection. Donc voilà qui dit. Là, on va voir les jointures côté, réellement côté code SQL commun, on va les coder. Alors pour les jointures, on va tout d'abord parler de la jointure interne. La jointure interne, c'est une jointure qui permet d'afficher les tables, donc qui permet d'afficher les lignes de 2 tables lorsqu'il y a correspondance. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de correspondance entre les lignes des tables, ces lignes-là ne vont pas être affichées. Donc on va prendre nos exemples. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par se rappeler le nombre d'employés que nous avons dans la table employees. Donc, nous avons 107 employés avec leurs différents ID, leurs départements. Je vous rappelle juste qu'il y a un employé, Kimberley. Donc, Kimberley n'est rattaché à aucun département. D'ailleurs, pour vérifier tout ça, on peut faire des petits counts. Donc, on peut faire juste pour être sûr, select count department et dit from employees. Donc là, on va voir 106. Pourquoi? Parce qu'il y a un employé qui n'est rattaché à aucun département, encore une fois. Ben, là, on va faire un select étoile from departments. Donc juste pour revoir un peu les départements qui existent. Donc il y a des départements qui vont de 10
jusqu'à 270 en gros, il y a 27 départements au total, pardon. Il y a 27 départements au total. Beh, là, on va voir quels sont le nombre, de départements auxquels sont rattachés les employés. Donc on va faire un select count distinct department ID from employees et là, on va retrouver 11 départements. Donc réellement, nous avons 27 départements et il n'y a que, 11 départements auxquels sont rattachés des employés. Ce qui veut dire qu'il y a 16 départements qui sont vides. Il n'y a aucune personne qui est rattachée à ces 16 départements. D'accord? Pourquoi on a revu tout ça? Parce qu'en fait, on va faire des jointures sur ces 2 tables. La jointure, elle va se faire comment? Je vais juste vous rappeler la table employees, donc on va faire un petit desk employees par rapport à la structure. On va se concentrer sur, donc la colonne department ID, celle-là, qui est en fait une, clé étrangère, donc c'est une foreign key. Donc c'est une clé étrangère qui référence la colonne department ID de la table departments. D'accord? Et ça va être notre, bien sûr, ça va être la base de nos conditions de jointure. Donc les jointures entre departments et employees vont je vais minimiser le zoom parce que là, j'ai pas assez d'espace. Alors, on va commencer par la première jointure, c'est une jointure interne. C'est la jointure que nous avons vue tout à l'heure. Donc là, la jointure interne, elle va juste nous donner les lignes qui ont des correspondances entre les 2 tables. Ça veut dire si je prends un employé, il va m'afficher les détails du département de cet employé. Si par exemple, un département est vide, donc il y a aucun employé qui est rattaché à ce département, normalement ce département-là ne va pas être affiché. De même pour l'employé, si un employé n'appartient à aucun département, donc cet employé-là ne sera pas affiché. On va vérifier tout ça via la inner join. Regardez la syntaxe avant d'exécuter, donc je vais juste écrire en grand. Donc inner join, comment ça s'écrit au niveau SQL? Donc on écrit select étoile pour ce qu'on veut afficher. From, et là on va lister les tables. On commence par lister la première table, employees. Ensuite, on met le mot-clé inner join pour une jointure interne. Ensuite, on met le nom de la deuxième table. Et là, on va mettre la condition de jointure, le on. Ben, oh, à la base, c'est quoi? C'est employees.departmentID. Donc, c'est employees.departmentID égale à departments.departmentID. Pour éviter de réécrire le nom des tables en entier, parce que des fois, on peut tomber sur des noms de tables qui soient assez longs, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter, ce que vous voyez ici, le E et le D, en fait, ce sont des alias. Ce sont des alias, non pas pour les colonnes, mais ce sont des alias pour les tables. Donc, on va mettre des alias pour les tables et au lieu d'écrire donc le nom de la table, on va juste l'appeler par son alias. Et là, ça rend la condition de jointure un peu plus petite. D'accord? Donc là, on aura E.departmentID égale à D.departmentID. On va exécuter notre requête. Vous voyez qu'ici, on a mis une étoile, donc on va tout sélectionner. Et donc là, je vais agrandir, ensuite je vais rétrécir après. Ben, donc ici, puisqu'on a demandé une étoile, donc on va avoir les colonnes qui sont relatives à la table employee, c'est toutes ces colonnes. Et ensuite, à un certain moment, regardez, department ID va se répéter 2 fois, parce qu'en fait, il y a le department ID de la table employees qui est à la dernière place. Et là, c'est le department ID de la table departments. Donc, à partir de ces colonnes, on parle, donc là, ce sont les colonnes de la table departments. D'accord? Ben, là, ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque concerne le nombre total de lignes qui vont être affichées. Et là, regardez bien, le total des lignes qui ont été affichées, c'est 106. On s'attendait un peu à cela. Pourquoi? Parce que nous avons un employé, donc l'employé 178, qui n'appartient à aucun département.
Et donc, puisqu'il n'y a pas de correspondance, cet employé a été écarté de la jointure. De même que pour les départements. Si on vient ici, au niveau, donc de la table departments, ça c'est la table departments. Au niveau de la table departments, on voit que, et ben, par exemple, le département 270 n'a pas été affiché. Pourquoi? Parce que le département, 270, et ben, il n'a pas de correspondance parce qu'il y a aucun employé qui est rattaché au 270. D'accord? Donc ça, c'est la jointure interne. La jointure interne, on peut l'écrire plus facilement, un tout petit peu plus facilement. On peut ne pas mettre le mot-clé inner. Donc on peut juste mettre join. Quand on met join comme ça, donc par défaut, c'est la inner join. Donc ça donne absolument le même résultat. D'accord? Beh, ça, c'est une première remarque et une deuxième aussi. Mais là, on va passer en fait à, une inner join, mais hem, avec une précision de certaines colonnes. Donc ici, on ne va pas afficher toutes les colonnes. On va afficher par exemple on va afficher le employee ID, on va afficher le salaire, on va afficher le department ID et le department name. C'est tout ce qu'on va afficher. Et là, on va exécuter. Et regardez, il nous dit définition de colonne ambiguë. Pourquoi définition de colonne ambiguë? Eh bien, simplement parce que au niveau de notre requête, si on regarde notre select, nous avons une colonne department ID. On lui a dit affiche-nous la colonne department ID. Sauf que qu'est-ce qu'on a oublié de préciser? On a oublié de préciser la table à partir de laquelle il va afficher ce department ID. Parce que en fait, oui, on va avoir des fois des résultats différents selon la table. On va voir ça avec les jointures externes. Ici, c'est pas vraiment visible, mais au niveau des jointures externes, on voit bien qu'il y a une distinction et une différence nette entre les deux. Et donc, lorsque, au niveau des deux tables, nous avons des colonnes qui portent le même nom, on doit préciser cette colonne-là, on la veut à partir de quelle table? Là, on va mettre des points, department ID. Regardez, pour employee ID, on ne l'a pas préfixé par un alias. Le salaire non plus, le department name non plus. Pourquoi? Parce que au niveau de la table departments, on n'a pas de colonne employee ID ni de colonne salaire. Et au niveau de la table employees, il n'y a pas une colonne department name. Donc ce n'est pas un doublon. D'accord? Voilà, donc notre requête est rectifiée, on peut réexécuter et avoir bien sûr le résultat escompté. Voilà, on a toujours nos 106 lignes affichées. D'accord? Beh, donc ça concerne la jointure interne. On va voir en fait, l'autre jointure qui est la jointure externe. Donc la jointure externe, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre d'afficher le résultat de la jointure interne, plus afficher les lignes qui ont été éliminées de part et d'autre. Donc au niveau de la table employees, on a éliminé l'employé 178. Au niveau de la table département, il y a eu, il y a eu donc, le non-affichage des départements 270, 260 et cetera. Donc ici, on va, utiliser une jointure interne pour voir quelles sont les lignes qui n'ont pas de correspondance. Et en fait, pour la outer join, il y a 3 types de outer join. Nous avons la jointure externe gauche, nous avons la jointure externe droite et nous avons la jointure externe complète. Beh, la jointure externe gauche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, si on considère que c'est une jointure entre A et B, donc la jointure externe gauche, elle va nous donner tout d'abord le résultat de la jointure interne, plus les lignes qui sont à gauche, donc les lignes qui sont,
qui appartiennent à A, qui n'ont pas été, affichés par, le résultat de la jointure. Ensuite, pour, la jointure externe droite, donc c'est juste l'inverse. Donc on va afficher le résultat de la jointure interne plus les lignes de B qui n'ont pas été affichées par la jointure, parce qu'il y a pas satisfaction de la condition. Ensuite, pour la jointure externe complète, donc c'est une jointure entre, donc bien sûr, elle va afficher et les lignes qui ont été écartées de A et les lignes qui ont été écartées de B, plus le résultat de la jointure interne. On va voir tout ça. Mais excusez-moi un instant. D'accord. Alors, select étoile from employees et ici, on doit préciser. On va commencer par la, gauche, left outer join. Donc, c'est absolument la même syntaxe, hein, absolument la même. Donc select étoile from employees, left outer join, departments, on, tout ça. Étant donné que c'est une left, donc c'est par rapport à employees, donc normalement, l'employé qui a été écarté de l'affichage, qui est l'employé 178, ben cet employé-là va être affiché. On va vérifier. Donc ici, si on vient voir l'employé, on retrouve bien Kimberley. Alors qu'est-ce qui a été affiché, près de Kimberley, pour la table departments? On va voir. Vous voyez qu'il y a des lignes, qu'il y a des nuls. Il a mis des nuls, Oracle a mis des nuls. Pourquoi? Parce que, Kimberley n'est affecté à aucun département et donc c'est assez normal de ne rien afficher, au niveau de la partie, qui est relative à la table departments. Il y a aucune information concernant ce département. Donc on va compléter avec des nuls. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est pour la jointure externe gauche. Là, on va voir la jointure externe droite, la right outer join. Ici, qu'est-ce qui va se passer normalement? Donc normalement, on va afficher le résultat de la jointure interne, plus les lignes de la table departments qui sont, qui n'ont pas de correspondance avec employé. Ce qui veut dire que on va afficher pour chaque employé son département, plus les départements auxquels n'est affecté aucun employé. Donc on va exécuter tout ça. Voilà, donc on va aller à ce niveau. Vous voyez qu'il y a des nuls un tout petit peu partout. Et ben ces nuls-là, ils sont relatifs à ces départements, qui sont des départements qui n'ont, qui n'ont aucun employé affecté à eux. Donc c'est des départements vides, d'accord? Donc là, ce sont des départements vides, d'où les nuls ici. Bien sûr, on aurait pu faire la même chose en écrivant. On n'est pas obligé de on aurait pu mettre ici left outer join et bien sûr, il faut juste inverser les tables et là, nous avons les départements et les départements et là, il y a aucun employé qui est ça, en fait, Maloua, c'est la full outer join. Mais avant d'arriver à la full outer join, regardez ce qui s'est passé ici. Ici, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé par department ID, department name, manager ID. Tout à l'heure, je vais juste vous remettre cette requête. Tout à l'heure, il y avait employee ID, first name, email. Parce qu'en fait, ici, on commençait par employees et ici, on commençait par departments. Alors là, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir exactement le même affichage pour les 2? Oui, il y a un moyen. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ici, on ne va plus mettre étoile. Regardez bien ce qu'on va faire.
on va demander est-ce que pour avoir ce résultat, donc employees, mais ici ça commence par employees, il y a pas de problème. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à ce que les colonnes, toutes les colonnes de employees soient affichées en premier lieu. Donc ce qu'on va faire un E point étoile. Donc c'est un E point étoile, ce qui veut dire qu'on veut afficher toutes les colonnes de la table employees. C'est un E point étoile. Ensuite, on va mettre un D point étoile. Donc, on dit à Oracle, pour l'affichage, commence par les colonnes de la table employees, ensuite, mets les colonnes de la table departments. Donc, regardez, là, ça va nous donner le résultat de tout à l'heure. Donc, il a commencé en effet par les employés et ensuite, il a affiché les départements. Voilà, donc ça, c'est le l'alias point étoile. Des fois, on a besoin de séparer. D'accord? Ben, alors, encore une petite remarque concernant les jointures. Donc, mis à part ce E point étoile et ce D point étoile, la right outer join et la left outer join, on peut l'écrire comme ça. Regardez. On peut juste mettre right join ou left join. Et ça donne absolument le même résultat. D'accord? Beh, pour répondre à la question de Maloua, donc là, bien sûr, on a vu la droite, la gauche et là, bien sûr, on va voir la jointure externe totale, ce qu'on appelle en anglais la full outer join. Hem et ben, c'est celle-là, full outer join. Qu'est-ce que cela veut dire la full outer join? Donc, elle va donner le résultat de la jointure interne plus les lignes de employees qui n'ont aucune correspondance avec departments. Donc, les employés qui ne sont affectés à aucun département, autrement dit, les lignes de la table et aussi les lignes de la table departments qui n'ont aucune correspondance avec employees. Autrement dit, on va aussi afficher les départements auxquels aucun employé n'est affecté. Et donc, c'est la full auto join. On exécute. Donc là, on va vérifier tout d'abord la 178, est-ce qu'elle est là? Kimberley est bien là. Bien sûr, ici, on va avoir les valeurs, on va avoir des nuls un tout petit peu partout, c'est normal. Ensuite, on va retrouver nos départements, des départements qui n'ont aucun employé. Vous les voyez, ils sont vides. Donc ça, c'était la full outer join. Bien sûr, comme la inner join et la right outer join et la left outer join, on peut enlever le mot-clé outer pour avoir juste la full join. Voilà, ça c'est la full join. C'est la même chose en fait. Voilà, donc la full outer join. Ben, alors ça, c'est pour les jointures internes et externes. Bon, la notion d'équijointure et de non-équijointure, c'est juste par rapport à la condition de jointure. Si la condition est une égalité, on parle d'équijointure. Si la condition n'est pas une égalité, on parle d'une non-équijointure. D'accord? C'est juste une appellation par rapport à la condition de la jointure. Parce que, en fait, au niveau de la condition de jointure, on peut faire une jointure, avec des inférieurs ou égales, avec des between, ben, avec des like, tout ça. Donc, il n'y a pas que les égalités. Beh, ensuite, il y a la notion d'autojointure. La notion d'autojointure, c'est quoi? Alors, l'autojointure, c'est lorsqu'on veut faire une jointure avec la table elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc on va écrire ici, tab 1, on va lui donner un alias, innerjoin, tab 1 et on va lui donner un autre alias. Alors l'exemple type ici, ça va être d'afficher par exemple le nom et le prénom de l'employé, ainsi que le nom et le prénom de son manager. Parce que n'oubliez pas que les managers sont à la base des employés. Donc si on veut afficher en même temps et le nom et prénom de l'employé et le nom et prénom de son manager, et ben, là, il faut faire une
auto-jointure, donc c'est une jointure en fait, mais avec la même table. Ici, par exemple, bon, je vais pas faire l'exemple, pourquoi? Parce que vous allez le faire au niveau du TP, donc je vais pas vous donner la solution. Vous allez y réfléchir et là, on va écrire on E1 égale quelque chose et donc E1 point quelque chose égale à E2 point quelque chose. Là, c'est un petit indice, d'accord? Donc vous allez faire ça. Ça va vous permettre de ça va vous permettre de faire en fait une jointure avec la table elle-même. D'accord? Ce qu'on appelle aussi une auto-jointure. Beh, alors, il y a la notion de jointure naturelle. C'est une jointure qui peut être sympathique, mais pas dans tous les cas. Pourquoi? En fait, c'est une jointure, regardez la natural join. Quand on écrit natural join, on n'écrit pas de condition de jointure. Il n'y a pas de on ici. Pourquoi? Parce que la condition de jointure va se faire automatiquement. C'est Oracle qui s'en charge. Comment il fait ça? En fait, il va prendre les colonnes des 2 tables, les 2 tables qui sont, heu, les 2 tables pour lesquelles on va faire une jointure. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre les colonnes qui ont le même nom et il va considérer que ces colonnes-là constituent la condition de jointure. Si par exemple, si on prend le cas de departments et de employees, vous a vous allez remarquer que, je ne sais pas si vous avez remarqué en fait, au niveau de la table departments, il y a une colonne qui s'appelle manager ID et ici aussi, nous avons une colonne manager ID, d'accord? Il y a aussi la colonne department ID de part et d'autre. Donc si on fait une natural join entre departments et employees, quelle va être la condition de jointure? Ça va être D.department ID égale à E.department ID and D.manager ID égale à E.manager ID. Sauf que si vous remarquez un tout petit peu l'aîné, on n'a pas les mêmes valeurs. Ici, nous avons exactement les mêmes valeurs au niveau des department ID. Par contre, au niveau des managers, on n'a pas les mêmes valeurs. Et ça va induire en erreur le résultat de la jointure. Donc, la natural join, c'est une jointure à ne pas utiliser, en fait. Et il faut faire très attention parce que ça peut donner des résultats faux. Alors, le produit cartésien, donc ça, c'est le produit cartésien que nous avons vu au niveau de l'algèbre relationnelle. Donc si vous vous rappelez, on a dit que le produit cartésien était une jointure sans condition. C'est la cross join. Là, on va faire une petite cross join, juste pour vous montrer le résultat. Vous vous rappelez, on peut éliminer tout ça, je pense. C'est bon, on peut éliminer tout ça. Donc on va faire un select étoile, from, jobs, cross join. Pour ne pas, avoir un résultat aberrant, on va mettre ça. Cross join employees. Donc là, regardez, pour chaque en fait, pour chaque ligne de la table jobs, il va associer, hem, bah, toutes les lignes de la table employees. Donc ça, c'est la première ligne de la table jobs. Vous voyez que c'est les mêmes données qui se répètent et à chaque fois, elle a été liée à une, ligne de la table employees. Bon, des fois, on fait ça exprès pour faire un matching. Des fois, on a besoin d'avoir un matching entre les tables, mais en fait, on aboutit généralement à une, jointure, donc à un produit cartésien lorsque la condition de jointure, elle est fausse. On peut aboutir, bah, lorsqu'on écrit, par exemple, moi je vais vous écrire quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, donc ça c'est J et ça c'est D. Hem,
un peu du n'importe quoi, en fait, ici. Je sais pas si ça va marcher déjà. Ouais, non, ça marche pas. Mais ça va être du n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mine, mouchement. Bon, il a pas voulu me mettre une cross join, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est une condition qui est absolument, catastrophique, en fait, apparemment. C'est pour ça qu'il n'a rien affiché. Mmh, départment parce que ça, il y a pas de correspondance. Aucune correspondance. Bon, dommage. Il n'a pas voulu afficher, on voit pas, hein? On peut non, non. Ça s'exécute ça? Je ne sais même pas si ça s'exécute, ah si, je sais pas. En fait, non, je sais pas si c'est quoi ça? Ah oui, là, il te donne un truc. Est-ce que c'est la cross join? Je sais pas par contre. Là, le résultat est similaire. Bah, on dirait que c'est une cross join, Aziz. Ouais, on dirait que c'est une cross join. Ici, il y a vraiment pas de condition de jointure. Oui, oui. Moi, j'ai jamais, bah, osé faire ça, mais oui, je pense que ça donne le même résultat. A priori, ça donne le même résultat, du moins. Ici, nous avons les colonnes de jobs. Ensuite, nous avons les colonnes de oui, oui, ça donne le même résultat. Donc la réponse est oui, apparemment, Aziz. Beh, alors, je crois que nous avons fini avec les jointures. Ça, c'était la dernière chose à voir. Donc on a fini avec les jointures. On va passer, donc, à une nouvelle partie du cours, c'est la partie LDD. Parce que nous, en fait, ce que nous avons vu beh, Aziz, il te faut un petit well quand même, non? Tu envoie-nous la requête. Beh, alors, je disais que nous, on était au niveau de la LID. Donc on était dans la partie LID, langage d'interrogation des données, dont l'instruction, principale, c'est la select. Donc la select qui peut être, donc c'est une select from qui peut être enchérie avec, une clause where, avec une clause, group by, avec une clause having, avec une clause order by. Mais tout ça, ça concerne en fait la requête select. Et là, en fait, on va voir une autre partie du langage SQL qui est la partie LDD. Donc c'est la partie qui va nous permettre de créer les structures de données, donc de créer des tables, de créer des vues, des index, de créer des objets de la base de données, de manipuler ces objets, c'est-à-dire de les mettre à jour, de les supprimer. Donc ça va surtout permettre de faire ça. D'accord? Donc c'est par rapport aux structures. Quels sont les objets qu'on va voir? Donc et avant ça, donc au niveau du LDD, regardez, on va voir la clause create qui va nous permettre de créer une structure de données, la clause alter qui va nous permettre de la mettre à jour et la clause drop qui va nous permettre de la supprimer. Beh, alors quels sont les objets, sur lesquels on va appliquer, voilà, on va voir comment on va les créer, les modifier, les mettre à jour. Ce sont les objets suivants. Donc il y a les tables, les vues, les séquences, les index et les synonymes. Beh, donc dans un premier temps, on va juste voir les tables parce que les tables, en fait, il y a beaucoup de contraintes. Il y a quelques détails, en fait, il y a un peu trop de détails concernant les contraintes. Donc on va commencer par les tables aujourd'hui et inch'Allah dans la prochaine séance, on va aborder donc de un, on va aborder parce que là, on va voir une création simple de table et la semaine prochaine,
on verra une création avancée des tables plus, une modification et non, non, la semaine prochaine, c'est la création avancée des tables plus les vues séquences indexées synonymes. Beh, alors sans plus tarder, on va commencer par la création de la table. Alors pour créer une table, il faut écrire le mot-clé create table. Create table, après on peut préciser le schéma ou pas et on met le nom de la table. Donc create table par exemple ici étudiant et qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre entre parenthèses les colonnes. Donc ça c'est une ta syntaxe obligatoire. Create table, on ouvre les parenthèses. Ensuite, on va mettre les listes ou alors la liste des colonnes. Donc la liste des colonnes qu'on va mettre, donc à chaque fois on met le nom de la colonne, espace, le type de la colonne. Nom de la colonne, espace, type de la colonne. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est nom colonne, type colonne. Nom colonne, type colonne. Ça, c'est obligatoire. Après, il y a des choses qui sont pas qu'on peut rajouter. Donc la première chose qu'on peut rajouter, on peut rajouter une valeur par défaut. On peut ensuite rajouter les contraintes. Donc là, on va commencer par une petite table toute gentille, toute simple. Les tables. Donc create table, T1. Là, on ouvre et on ferme les parenthèses. Là, on met les colonnes. Par exemple, colonne, c'est une. On doit mettre le type. Alors, juste un petit aperçu des principaux types. Donc il y a les types date et timestamp. Il y a les types, number. Donc c'est pour les entiers et les réels, en fait. Alors, ça, c'est les types qu'on va vraiment utiliser. Il y a le varchar 2. Donc le varchar 2, donc c'est une chaîne de caractères et on peut mettre la en fait, on doit mettre la taille de la chaîne de caractères. C'est par rapport à l'allocation de mémoire, d'accord? Après, il y a juste un caractère ou alors, donc des chiffres qui sont grands, donc c'est avec longue, tout ça. Excusez-moi. Donc je disais que lors de la création d'une table, ce qui est obligatoire, c'est, de mettre, create table, le nom de la colonne et le type de la colonne. Donc C2 number, C2, pardon, c'est un number, C2, par exemple, varchar 2 ou E2. Voilà, notre table a été créée. Là, on peut faire un desk 1. Voilà, donc nous avons 2 colonnes, C1, C2, alors les types, la longueur du varchar 2 et là, vous voyez qu'il y a des tics sur nullable parce que les 2 peuvent être nuls. Ici, on n'a pas rajouté de commentaires et on n'a pas de valeur par défaut et ce n'est pas une clé primaire. Bref, donc là, mmh, on peut s'amuser à faire un select étoile. Pourquoi je dis s'amuser? Parce que normalement notre table elle est vide, donc on va rien trouver. C'est juste une coquille en fait. On a créé la coquille, mais au niveau des données, on n'a pas inséré des données. D'accord? C'est juste on va créer la structure. Donc voilà, notre table T1 a été convenablement créée. Beh, ça c'est ce qu'on va voir, si on a le temps après, sinon la prochaine fois. Alors, les contraintes. Les contraintes, les contraintes. Alors avant les contraintes, il y a ce qu'on appelle, la default. Donc c'est la valeur par défaut qu'on peut donner à une, colonne. Donc on va commencer par default avant de de nous immerser au niveau des contraintes parce qu'il y en a 5 et elles sont gourmandes en informations, en détail en fait. Là, là nous avons une table test 1 qui contient, 2 colonnes, donc c'est la colonne C1 et la colonne C2.
Alors la colonne, c'est un number, et par défaut, c'est -1 et la colonne, c'est 2, c'est varchar de 1. Alors pourquoi on met une valeur par défaut? Parce que regardez, vous ne connaissez pas encore cela la partie, réelle, mais ce n'est pas grave. Là, on va insérer une ligne. On va insérer une ligne au niveau de test 1 et cette ligne, en fait, on va juste donner une valeur pour ces 2. Insert into test 1 de ces 2 values 1. Donc on va juste insérer une valeur au niveau de ces 2. Ces 1, on va rien toucher, on va pas toucher à ces 1 et non, est-ce que c'est bon, j'ai fait la création? Non. Voilà, là je crée et j'insère et ici, si on va vérifier, si vous voyez ici, il y a un -1. Ce -1, on ne l'a pas inséré. Regardez dans le insert into, il y a pas de -1. C'est pas nous. En fait, c'est Oracle qui l'a inséré par défaut. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'au niveau de C1, default -1. Donc lorsqu'on ne renseigne aucune valeur pour C1, eh ben, ce sera renseigné par défaut avec -1. D'accord? Ça, c'est la default. La default, c'est une option, ce n'est pas une contrainte. Là, on va parler des 5 contraintes. Il y en a 5, elles sont précisées. On peut les dénombrer, c'est une bonne chose. Beh, alors, les contraintes. Nous avons la contrainte note nulle. Nous avons la contrainte unique, la contrainte check, la contrainte primary key et la contrainte foreign key. Alors, on va les voir une par une, d'accord? Beh, il existe 2 niveaux de définition de contrainte. On peut définir une contrainte niveau colonne, comme on peut définir une contrainte niveau table. On va voir c'est quoi la différence entre ces 2. Et la contrainte, on peut, la mettre en créant la table ou alors après en modifiant la table. Beh, là, on va, commencer par, une contrainte, ça c'est la contrainte la plus simple en fait, c'est la contrainte note nulle. Alors, la contrainte note nulle est une contrainte spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte qui, ne peut être définie qu'au niveau de la colonne, pas au niveau table. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, je vous montre la syntaxe tout d'abord. Regardez la deuxième écriture, pas la première. Donc create table fournisseur, on a une première colonne qui s'appelle fournisseur ID number de 10 et là nous avons la contrainte constraint, ça c'est un mot-clé, constraint, le nom de la contrainte, le type de la contrainte, virgule. Vous voyez que ici on a mis le nom de la première colonne, le type de la première colonne, plus la contrainte. Et qu'ensuite, on a mis notre virgule et on est passé aux autres colonnes de la table. Alors, quand on fait ça, quand le mot-clé constraint est écrit avant la virgule, donc juste après le type, de la colonne et avant la virgule, on appelle ça une définition niveau colonne. Une définition niveau table, c'est quoi? C'est à la fin donc de la définition des colonnes, donc on met le nom de la colonne 1, virgule, nom de la colonne 2, virgule, nom de la colonne 3, virgule et là on cite les contraintes. Vous allez voir que nous avons des exemples qui vont nous obliger à utiliser, l'écriture niveau table, mais que là on peut écrire le niveau colonne sans souci. Là on est obligé en fait pour notre nul d'écrire le niveau colonne. Beh, regardez, en fait, il y a 2 écritures ici. Il y a une écriture avec constraint et si vous remarquez, il y a un note nul qui se balade tout seul. Donc regardez ici, le note nul, il n'est pas accompagné de constraint. Ce note nul aussi n'est pas accompagné de constraint. Celui-là aussi n'est pas accompagné de constraint. Alors que veut dire tout ça? Eh ben, ça veut dire que, une contrainte, on peut lui donner un nom par défaut ou on peut lui donner un nom personnalisé. Alors, lorsqu'on lui donne, donc un nom personnalisé, vous allez voir que c'est plus intéressant que de laisser Oracle gérer le nom de la contrainte. Alors, pourquoi tout ce débat concernant le nom de la contrainte? Eh ben, c'est parce que
À un certain moment, après, lors de la manipulation, si on veut, par exemple, supprimer une contrainte ou alors si on veut désactiver une contrainte ou activer une contrainte, il faut qu'on connaisse le nom de la contrainte. Il y a aussi, une autre utilisation, intéressante, c'est lors des exceptions. Lors des exceptions, il serait intéressant de donner un nom significatif aux contraintes pour qu'on puisse, comprendre, d'accord? Alors, bien sûr, pour donner un nom à la contrainte, on est obligé d'écrire le mot-clé constraint, de donner le nom de la contrainte. Généralement, au niveau des noms des contraintes, on essaie d'être appliqué. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est, regardez ici le nom, de la contrainte, il est préfixé ou elle a suffixé, ça dépend des exemples, par, 2 lettres ces 2 lettres en fait indiquent le type de la contrainte. Ici, c'est une contrainte note nulle, donc c'est un NN. On va voir quand c'est une primary key, par exemple, on écrit PK, et cetera. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire concernant, le niveau colonne, niveau table et donc le nom de la contrainte. Beh, si par exemple, on va voir après quand on ne donne pas de nom à la contrainte, ce qui se passe. Donc ça, c'est la première, disons que c'est la première contrainte, c'est la contrainte la plus simple, c'est la note nulle. Franchement, il n'y a pas plus simple que la note nulle, hein. Alors, on va voir la contrainte unique. C'est quoi la contrainte unique? C'est lorsqu'on veut que les valeurs d'une, colonne, bah, soient uniques. Par exemple, pour le mail, au niveau de notre système, on ne veut pas avoir 2 personnes qui ont le même mail. On veut que le mail soit unique. Gmail, c'est son cas, par exemple. On n'a pas le droit 2 utilisateurs n'ont pas le droit d'avoir le même mail. C'est une sorte de login, ça doit être unique. Donc unique, c'est, c'est une contrainte qui peut être écrite niveau table et niveau colonne. Alors, niveau colonne, comment? Bien sûr, soit on détermine le nom de la contrainte avec le mot-clé constraint. Ici, dans cet exemple, creatable fournisseur, le fournisseur ID, on le veut unique. Le fournisseur ID, on le veut unique. Donc, on a écrit fournisseur ID, number de 10. Ensuite, ce que nous avons fait, on a écrit constraint, euh, le nom de la contrainte est unique. Behi, excusez-moi. Alors, on peut bien sûr ne pas écrire le nom de la contrainte. Et ici, c'est une définition niveau table. Regardez, vous voyez? Donc, fournisseur ID, on l'a défini ici. Donc, fournisseur ID, number de 10, ensuite une virgule. Ensuite, on a défini les autres colonnes de la table et on est venu à la fin, donc après avoir énuméré les différentes colonnes de la table, on est venu ici mettre une virgule. Il dit que là, on va donner, d'autres informations et là, on va mettre constraint, heu heu, le nom de la contrainte unique de fournisseur IT. Bien sûr, remarquez une chose déjà, ici, lorsque la contrainte, elle est définie niveau table, vous voyez qu'ici, on a rajouté le nom de la colonne. Pourquoi on a rajouté le nom de la colonne? C'est simple, parce qu'ici, nous avons parlé de 3 colonnes. Nous avons la colonne fournisseur ID, la colonne nom et la colonne contact. Donc, si on vient après pour dire à Oracle: «Ah attention Oracle, il y a une des colonnes qui est unique» et on ne spécifie pas de quelle colonne il s'agit. Comment le compilateur va savoir? Donc il faut vraiment donner, donc la colonne, heu, qu'on voudrait qu'elle soit unique. D'accord? Donc ça, c'est une particularité de de la définition d'une contrainte niveau table. De plus, lorsque c'est au niveau, table, on ne peut pas directement écrire, unique de fournisseur ID. On n'a pas le droit, on n'a plus le droit, d'accord? Ici, on a le droit de mettre unique
sans passer par le mot-clé constraint, le nom de la contrainte. Par contre, lorsque c'est défini niveau table, c'est interdit. Lorsque c'est défini niveau table, il faut absolument passer par le mot-clé constraint, par le nom de la contrainte et ensuite on met unique et de la colonne. D'accord? Ben. Alors, nous avons ici un petit exemple qui traite de l'unicité. Un petit exemple qui traite de l'unicité. Alors, ici, regardez ce qu'on va faire. Nous allons créer une table T1 qui contient 3 colonnes, C1, C2 et C3. D'accord? Ben. Alors, nous avons défini comme contrainte unique, nous avons défini ici 2 contraintes uniques. La première contrainte unique est relative à la colonne C3, ce qui veut dire que les colonnes, donc les valeurs qu'on va mettre dans C3, sont des valeurs uniques, de 1. De 2, nous avons défini une deuxième contrainte unique aussi, mais c'est une contrainte qui est définie, vous voyez ici, niveau table. Et c'est une contrainte qui, en plus, est relative à 2 colonnes. Ça veut dire qu'on voudrait que le couple C1 sous C2 soit unique. Donc ce n'est pas la première unicité qui est juste par rapport à C3. Là, c'est une unicité par rapport à un couple C1, C2. D'accord? Et là, donc je profite de ça pour, vous donner une autre remarque. C'est lorsque la contrainte, quelle que soit la contrainte, lorsqu'elle porte sur plus qu'une colonne, elle ne peut être définie qu'au niveau table. On ne peut la définir que comme ça, puisqu'elle porte sur 2 colonnes à la fois. D'accord? Beh. Là, on va créer notre petite table. Bien. Je ne sais pas si nous avons une petite, parenthèse de droite absente entre le number, c'est 2 numbers, c'est 3. Ah oui, bien sûr. Ici. Voilà. B. Alors, excusez-moi, je vais dropper la table qui existe pour la créer, pour la recréer. B. Alors, la table T1, elle a été bien créée. On peut voir un desk T1. La voici. B. Alors, l'aîné, je vais profiter de cela pour vous parler de user constraints. Vous voyez ici, en fait, ça, cette contrainte, on lui a donné un nom. On l'appelait UN, C1, C2. B. Mais quel est le nom de cette contrainte, de la contrainte C3? En fait, on va chercher le nom parce que, en fait, la liste des contraintes, elle est mise dans la table User Constraints. Donc, nous avons une table qui s'appelle User Constraints, dans laquelle nous avons la liste de toutes les contraintes qui sont relatives à toutes les tables créées. Donc, ici, regardez, ça, c'est la table User Constraints. Nous avons le Owner, Constraint Name, Constraint Type, Table Name. Là, on s'intéresse surtout à ça. Mais on va regarder la table T1, puisque c'est la table T1 qui nous importe. Regardez ici, nous avons la table T1 avec ces 2 contraintes. Alors, nous avons la première contrainte qui est la UNC1C2. C'est la contrainte unique que nous avons créée et à laquelle nous avons attribué un nom. Regardez ici, ça c'est la deuxième contrainte unique, c'est la contrainte 6004237. C'est une contrainte qui a un nom, mais c'est un nom qui a été défini par Oracle et c'est pour ça que ce nom-là commence par 6. Donc c'est le système qui a attribué un nom par défaut à cette contrainte. Bien sûr, sans aller voir dans User Constraint, on ne saurait pas de quoi il s'agit. D'accord? Donc ça, c'est pour le nom de la contrainte. Ben,
Ici, en fait, on va faire de quelques insertions et moi je vais mettre des choses que je vais pas expliquer توا ما يسالش donc excusez ça. Là, on va le Bein Inde, on va le voir la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, on va pas voir il y a pas besoin de faire ça. Je vais vous montrer pas à pas. Là, on va faire une petite insertion. Donc, on a inséré la valeur 1 au niveau de T1. Ensuite, nous allons insérer la valeur 2 dans T1. Ensuite, nous allons insérer des nuls. Donc, jusque-là, vous voyez ce que nous avons. Nous avons ça. Nous avons inséré 1 2 et nul. Bahi. Là, puisque nous avons deux contraintes uniques, nous avons l'unicité par rapport à C3, rappelez-vous, et l'unicité par rapport au couple C1, C2. Rappelez-vous de ça. Est-ce qu'on peut insérer d'autres valeurs nulles? D'autres nuls? Eh bien oui. L'unicité, elle ne s'applique pas sur les valeurs nulles, elle ne s'applique que s'il y a une valeur renseignée. Parce que le nul n'est pas considéré comme une valeur. Et donc, c'est comme si on n'avait rien. Donc, il n'y a pas lieu de contrôler l'unicité de ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'y a rien, c'est vide. Là, c'est un 3. Donc, vous voyez ici que nous avons une ligne qui a été insérée. Là, c'est l'unicité du couple. Donc là, c'est le couple qui doit être unique et la valeur c'est 3 qui va être unique. Là, on va insérer une valeur. Ici, il va nous dire, attention, il y a une violation de la contrainte unique 6004. Et en fait, c'est celle-là, la contrainte de ces 3 unique. Pourquoi il nous dit ça? Parce que si on regarde au niveau de la table T1, nous avons déjà, la valeur 3. Et là, ce qu'on essaie de faire, on essaie de remettre, de mettre encore une fois une valeur 3 pour ces 3. Alors qu'on a dit que au niveau de ces 3, on n'avait pas le droit de faire ça. D'accord? Donc ce qu'il y a eu de faire ici, c'est en fait de modifier. Par exemple, de mettre un 4. Ici, si on met un 4, normalement, il n'y a pas de problème, ça a été inséré. On va voir. Voilà, il y a eu l'insertion d'un 4. Ici, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'insérer un 4-4-5. Regardez ce que ça donne ça. Vous voyez que pour ces 3, lorsqu'il y a une valeur, ces 3 est unique. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici que pour ces 2, en fait, nous avons 2, 4 pour ces 2. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est normal? Oui, bien sûr. Parce que nous, l'unicité, on ne l'a pas définie sur ces 2. L'unicité, on l'a définie sur le couple C1, C2. Donc, ces 2, on peut mettre dans ces 2 plusieurs fois la même valeur. Par contre, pour le couple C1, C2, c'est interdit. On va voir ça par cet exemple. Donc, on va essayer de réinsérer. Regardez, nous avons la 4, 4 ici. On va essayer de réinsérer encore une 4, 4. Il va nous dire violation de contrainte unique UN C1 C2. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut mettre la contrainte unique sur une seule colonne, comme on peut mettre la contrainte unique sur plusieurs colonnes. Et lorsqu'on met la contrainte unique sur plusieurs colonnes, ça veut dire qu'il n'y a pas juste, ça veut dire que le couple est unique. D'accord? Donc c'est un couple, voilà, c'est un ensemble de valeurs qui devient unique par rapport à ces colonnes-là. D'accord? Donc ce n'est pas unique colonne par colonne, c'est, l'ensemble qui est unique, pas colonne par colonne. D'accord? Et autre chose, c'est, qu'au niveau l'unicité en fait, ne s'intéresse pas aux nuls. Donc lorsqu'il y a des nuls, même si la, donc même si la,
Même si la colonne, elle est unique, on peut insérer plusieurs valeurs nulles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une contrainte qui s'appelle note nulle. Donc, si nous, on la veut unique et note nulle, on n'a qu'à rajouter les deux contraintes. On met la contrainte note nulle plus la contrainte unique. Et là, ça me ramène à une autre remarque. On peut mettre plusieurs contraintes pour une même colonne, bien sûr. D'accord? Donc, on peut mettre autant de contraintes que nécessaire pour une même colonne. Mais, donc ça, c'est pour l'unicité. Donc là, on va passer à la contrainte check. Donc, la contrainte check, qu'est-ce qu'elle permet de faire en fait? La contrainte check, elle permet de conditionner, donc de mettre des conditions sur les valeurs qu'on va mettre dans une colonne. Ça veut dire, par exemple, si on prend cet exemple-là, tiens, nous avons déjà un exemple. Si on prend cet exemple-là, donc create table fournisseur, fournisseur ID, là, nous avons une contrainte, si vous regardez le fournisseur ID, nous avons une contrainte check. Et c'est quoi la contrainte check? On veut que le fournisseur ID soit entre 10 et 1000. On veut que le fournisseur ID soit entre 10 et 1000. Donc ça veut dire si j'essaie d'insérer par exemple au niveau de fournisseur ID, si j'essaie d'insérer la valeur 1, ça va être rejeté. Je vais avoir violation de la contrainte check. D'accord? Mais alors, la contrainte check est une contrainte un peu spéciale au niveau de l'écriture. Pourquoi? Parce que regardez ici, c'est une contrainte qui est définie au niveau, ici c'est au niveau colonne. Mais regardez, check, check son nom de contrainte, j'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses et j'écris le nom de la colonne, encore une fois, plus la condition. Et tout ça est mis entre parenthèses. Chose qu'on n'a pas faite pour unique. Donc juste, je vais vous remontrer l'unique. Regardez ici pour unique, on met juste unique, c'est tout. On ne met pas unique de fournisseur ID, puisqu'on est sur la colonne. Il n'y a pas lieu de redire là où c'est cette colonne. Par contre, au niveau du check, on est obligé de redire. Au niveau de check, il faut dire, donc ici, constraint, CK, fournisseur, check, fournisseur ID between 10 and 1000. Et fournisseur ID between 10 and 1000 est écrit entre, la condition, elle est écrite entre parenthèses. D'accord? Donc là, c'est une écriture niveau table. Donc on va écrire, constraint, check, fournisseur ID between 10 and 1000. Réellement, il y a pas beaucoup de différence, hein, entre les 2. À chaque fois, on va réécrire le nom, de la colonne plus, la condition. Faites attention à ça parce que sinon, si vous oubliez de mettre les parenthèses, ça va générer une erreur de compilation. Si vous oubliez de réécrire le nom de la colonne, ça va aussi, générer une erreur de compilation. D'accord? Donc faites attention à ça. Beh, alors, ça c'est pour la contrainte check. Ah, autre chose pour la contrainte check, on peut faire une contrainte check par rapport à 2 colonnes d'une même table. Par exemple, ici, on peut dire par exemple qu'on veut que la longueur de la chaîne de caractères contact soit plus longue que la chaîne de caractères non. Donc on peut écrire check length de contact strictement supérieure à length de non. Donc on peut mettre dans une contrainte check qui est relative à plusieurs tables. D'accord? Pardon, plusieurs colonnes de la même table. De la même table, bien sûr. On peut pas mettre des conditions sur des colonnes d'autres tables. Mais là, on va parler de la fameuse contrainte primary key, donc la clé primaire. Alors la primary key, c'est une contrainte, qui peut être appliquée sur une colonne ou alors elle peut être appliquée sur plusieurs colonnes. Donc si elle s'applique sur une colonne si la clé primaire est simple, elle s'applique sur plusieurs colonnes si la clé primaire est composée. Mais
Donc, comment l'écrire? Alors, il y a l'écriture niveau colonne et l'écriture niveau table. Donc, l'écriture niveau colonne, on va pouvoir écrire constraint, le nom de la contrainte primary key, ou alors pour ceux qui veulent laisser Oracle donner le nom, ils écrivent directement primary key. Ensuite, au niveau de la table, comment ça va s'écrire? Ça va s'écrire comme tout à l'heure. Donc, à la fin, on met une virgule. À la fin, lorsqu'on a cité toutes les colonnes, on met une virgule et c'est là qu'on va mettre les contraintes. Si par exemple vous mettez cette contrainte, constraint, vous la mettez juste après, vous la mettez par exemple entre fournisseur ID et non, là où le compilateur va générer une exception. D'accord? Il faut la mettre, il faut mettre la contrainte après la liste de toutes les colonnes. Ben, ici, pardon. Ici, nous avons constraint, le nom de la contrainte primary key, et bien sûr, étant donné que nous sommes au niveau table, il faut préciser quelle est la colonne qui est une clé primaire. Donc ça, c'est la colonne fournisseur ID qui est une clé primaire. Et bien sûr, lorsque la clé primaire elle est composée, on ne peut définir la contrainte primary key qu'au niveau table. Regardez ici, nous avons comme clé primaire le nom et le prénom de l'étudiant. Donc on est venu après la liste des différentes colonnes de la table étudiant. Donc après le nom, le prénom et la date de naissance, nous avons mis une contrainte, constraint, le nom de la contrainte et bien sûr primary key des deux colonnes, nom et prénom. Ça, c'est pour la clé primaire qui est composée. Alors, une chose importante donc, à dire concernant les clés primaires, c'est qu'une clé primaire, elle est par défaut note nulle et unique. Lorsque vous définissez une clé primaire pour une colonne, voilà plusieurs colonnes, cette colonne a par défaut comme particularité, elle est note nulle et unique. Donc, vous n'avez pas à dire qu'elle doit être note nulle et elle doit être unique. Ça, c'est donné par défaut. D'accord? Donc, on va exécuter nos exemples. On va exécuter celle-là. Non, pas save, mais plutôt run. On va faire un petit desk sur test 2. Et vous voyez que ici, étant donné que C1 est une clé primaire, vous voyez ici qu'elle n'a pas le droit d'être nulle. Ça, c'est la particularité des clés primaires. Elles ne sont pas nulles et elles sont uniques par défaut. D'accord? Mais, alors, la dernière chose concerne les foreign keys. Foreign keys, les clés étrangères. Alors, c'est quoi une clé étrangère? Une clé étrangère, c'est une clé qui référence, donc c'est une colonne qui référence une colonne d'une autre table. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met des clés étrangères? En fait, c'est pour garantir une certaine intégrité des données. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque, par exemple, au niveau de la table Employees, j'ai un employé qui a un job ID. Toutes les informations relatives au job, moi, on va les trouver dans la table Jobs. Donc, au niveau de la table Employees, on a juste le champ Job ID. D'accord? Donc, au niveau de la table Employees, nous avons juste le champ Job ID. Et pourquoi on met une clé primaire, en fait? Une clé étrangère? Allez, on va s'amuser à faire ça.
En fait, on s'amuse pas. Ben, tant qu'on a mis une clé étrangère, c'est qu'il y a un objectif derrière. Sinon, on va pas faire ça comme ça. Donc, lorsqu'on met un job ID ici, que c'est une clé étrangère qui référence une autre table, c'est pour un certain nombre de vérifications. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, lorsqu'on va ajouter un employé, lorsqu'on va mettre dans dans le champ job ID, on va mettre quelque chose, et que par définition, ce job ID est une clé étrangère, qu'est-ce que va faire Oracle? Donc, lorsqu'on insère un nouvel employé, Oracle va vérifier le job que nous avons inséré, est-ce que ce job existe ou non dans la table jobs? Si ce job existe dans la table jobs, il va autoriser l'insertion. Si ce job n'existe pas dans la table jobs, il ne va pas autoriser il va pas autoriser l'insertion. Il va vous dire attention, violation de contraintes étrangères. Parce que le job que vous avez mis ici n'a pas de correspondance dans la table jobs. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, il va interdire. Ça, c'est une première utilisation de la foreign key. Une deuxième utilisation de la foreign key, là, c'est l'inverse. Nous avons des employés qui sont rattachés à des job ID. Si, par exemple, nous allons modifier, par malheur, on s'est trompé, et donc là, on va modifier les ID des jobs. Donc, il y a eu une omission de quelque chose. Donc, on a oublié de rajouter, au niveau de la nomenclature, il fallait que tous les jobs commencent par la lettre J. Il fallait rajouter J, J-. Donc, on va faire une mise à jour de ces données. On va rajouter le J devant tous les job ID. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que au niveau de la table employees, je vais avoir des job ID qui sont communs, qui n'existent plus dans la table jobs. Parce que moi, dans la table jobs, parce qu'au niveau de la table jobs, nous avons tout modifié. On a modifié tous les job ID. Et donc, lorsque on va faire, par exemple, une petite jointure pour afficher le nom du poste, donc le nom du job ID, quand on va faire une jointure, on va avoir un no data found. Pourquoi on va avoir un no data found? Parce que dans la table employees, nous avons d'anciennes valeurs job ID. Dans la table jobs, il y a de nouvelles valeurs de job ID. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien du tout. Et c'est quelque chose qui est réglable via l'utilisation d'une clé étrangère. C'est pour ça qu'il y a la notion de clé étrangère. Et donc, la clé étrangère, elle va permettre d'avoir une certaine cohérence et intégrité des données pour ne pas avoir du n'importe quoi. Ben. Alors, cette clé étrangère, comment elle s'écrit? Cette clé étrangère s'écrit de deux façons différentes, bien sûr. Elle s'écrit au niveau table et niveau colonne. Je crois qu'ici, je vais prendre juste ces exemples. Alors, nous avons une table produit qui a comme clé primaire IDP. Nous avons une table commande qui a comme clé primaire IDC. Nous avons une table ligne commande. La table ligne commande, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, la table ligne commande, c'est une table qui a deux clés étrangères. Vous voyez, la ligne commande, c'est la résultante d'une many-to-many. Ici, nous avons produit commande, produit qui est contenu dans une commande. Nous avons un many-to-many des deux côtés. Donc, nous avons la table ligne commande. Donc, au niveau de la table ligne commande, je vais avoir deux clés étrangères. Donc, je vais avoir une première clé étrangère, c'est ID commande. Donc, IDCOM, ça, c'est une constraint FK references commande de IDCOM. Donc, ça, c'est une clé étrangère. C'est une première clé étrangère. Ça, c'est une deuxième clé étrangère. Je vais vous l'écrire sans le constraint. La deuxième clé étrangère, elle va référencer le produit. IDP number, references, produit de IDP. Ça, c'est l'écriture des contraintes clés étrangères niveau colonne. D'accord? Elles s'écrivent comme ça.
C'est soit on met le mot-clé constraint, le nom de la contrainte, ensuite references, le nom de la table et le nom de la colonne qu'on référence. Il faut faire attention lorsqu'on écrit une clé étrangère. Ici, on référence directement la table produit de ID. Donc, on va référencer la colonne IDP de la table produit. Mais j'attire votre attention sur quelque chose de très important. Est-ce que on est obligé de donner le même nom aux deux colonnes? Donc ici, regardez, j'ai la colonne IDCOM de commande. Ici, est-ce que, étant donné que IDCOM c'est une clé étrangère, est-ce que je suis obligée de mettre IDCOM? Eh bien, la réponse est non, je ne suis pas obligée. J'aurais pu mettre ici, euh, j'aurais pu mettre n'importe quoi. On n'est pas obligé de mettre le même nom. Mais généralement, généralement, on écrit le même nom, c'est pour simplifier la compréhension et c'est pour simplifier après, si on a des jointures à écrire, tout ça, ça va être plus simple d'avoir le même nom. Comme ça, on ne va pas vraiment, disons, heu, c'est un petit, mais tout petit gain de temps. Un tout petit gain de temps et ça facilite la compréhension. C'est lorsque nous avons, lorsqu'on va appeler de part et d'autre, là, on va donner le même nom de colonne de part et d'autre, d'accord? Mais on n'est pas obligé. Beh, ça, c'est une remarque. Alors, ici, je vous ai montré l'écriture de la contrainte clé primaire, clé étrangère, niveau colonne, de deux façons différentes. Ici, c'est lorsqu'on va utiliser le mot-clé constraint. Ici, c'est ça d'utiliser le mot-clé constraint. Et on écrit directement references. Ben. Alors, ici, on va essayer, je vais vous montrer, en fait, l'écriture d'une clé étrangère niveau table. Donc celle-là, c'est une écriture niveau table, normalement. Voilà. Lorsqu'elle est écrite niveau table, regardez bien, lorsqu'elle est écrite niveau table, elle est là. Donc, non, je ne voulais pas cet exemple. Ah, ouais, elle est là, elle est là. Voilà. Lorsqu'elle est écrite niveau table, eh ben, elle change un peu. Regardez, ici, nous avons constraint, nous avons le nom de la contrainte et nous avons ici le mot-clé foreign key. Foreign key de la colonne, donc foreign key de fournisseur ID, references, fournisseur de fournisseur ID. Donc ici, nous avons rajouté le mot-clé foreign key. Foreign key qui n'existait pas ici, rappelez-vous. Donc ici, à ce niveau-là, on avait juste constraint, le nom de la contrainte, references, le nom de la table et le nom de la colonne. Par contre, lorsqu'on écrit niveau table, il faut obligatoirement mettre le mot-clé foreign key. D'accord? Donc ça, c'est l'écriture de foreign key niveau colonne et niveau table. Ben, alors, euh, là, on va référencer une foreign key parce que la foreign key, en fait, il y a une condition là. Attention. La foreign key, elle est là pour référencer une clé primaire d'une autre table. On ne peut pas mettre une colonne, on ne peut pas référencer ici quelque chose qui n'est pas une clé primaire. Qu'on référence est toujours une clé primaire. Parce que ça s'appelle une clé étrangère. Donc, elle est l'ambassadrice d'une clé primaire. Donc, voilà. Donc ça c'est une remarque. Donc, une deuxième remarque. Lorsque nous avons une clé primaire qui est composée, parce que ici, la clé primaire de la table fournisseur, c'est une clé primaire qui est composée. Donc, nous avons d'un côté fournisseur ID, de l'autre côté non. Donc, c'est les deux qui sont une clé primaire. Ici, lorsqu'on va rajouter une clé étrangère qui va référencer fournisseur ID et non, nous devons avoir deux colonnes. Donc, la colonne, c'est la colonne fournisseur ID plus la colonne non. Et c'est là qu'on peut mettre la contrainte foreign key. Regardez bien, constraint.
Bien sûr, une contrainte, lorsqu'elle porte sur plus qu'une colonne, elle doit être mise niveau table. Donc ça, c'est une, règle. Donc regardez ici ce qui s'est passé. On a une contrainte ouh on a une contrainte foreign key de 2 colonnes, donc c'est la colonne fournisseur ID et la colonne nom, qui référence la table fournisseur, fournisseur ID et nom. Bien sûr, lorsqu'on écrit une, clé étrangère, composée, il faut faire attention à l'ordre. On ne peut pas écrire ici, par exemple, foreign key de fournisseur ID et nom. Ici, on ne peut pas écrire, references fournisseur de non fournisseur ID. Il faut garder le même ordre. Si on inverse cet ordre, on inverse aussi cet ordre. D'accord? Donc ça, c'est important à mentionner. B. Alors ça, c'est pour les clés primaires. Donc la seule subtilité au niveau de la foreign key, c'est lorsqu'elle est définie niveau, table, il faut rajouter le mot-clé foreign key et mettre entre parenthèses, la colonne, qui est, une foreign key. Voilà. Beh, là, on va passer à la modification de table. Excusez-moi un tout petit peu. Alors, pour la modification, c'est le mot-clé alter table. Là, depuis tout à l'heure, c'était un clé table. Là, on va voir le alter table. Avec le alter table, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut ajouter une colonne. On peut modifier une colonne existante. On peut supprimer une colonne. On peut ajouter une contrainte. On peut supprimer une contrainte. On peut activer ou désactiver une contrainte. Alors, pour ajouter des colonnes, par exemple, nous avons ici alter table fournisseur, add, et là, on va mettre, par exemple, on va rajouter des colonnes, de nouvelles colonnes. Par exemple, ici, c'est adresse et téléphone. Bien sûr, lorsqu'on va rajouter de nouvelles colonnes, ce qui est obligatoire, c'est de mettre le nom de la colonne plus le type de la colonne, mais aussi on peut, si on peut préciser les contraintes, qu'elles soient uniques, note nulle, et cetera. Donc on peut mettre les contraintes. Mais alors, ici, on va, modifier une colonne existante. Qui dit modifier une colonne existante, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le type d'une colonne. On peut changer la taille d'une colonne. On peut changer la valeur par défaut d'une colonne et on peut, rajouter une contrainte note nulle. Donc c'est ce qu'on peut faire concernant les colonnes. Donc changer le type, changer la taille, changer la valeur par défaut et rajouter une valeur note nulle, pardon, rajouter une contrainte note nulle. D'accord? Donc par exemple, ici, on peut modifier une colonne à la fois ou modifier plusieurs colonnes à la fois. D'accord? Ici, il y a eu le choix de modifier 2 colonnes à la fois. Donc on va modifier la colonne adresse, on va lui attribuer comme, ça c'est le type varchar2 de 2, la taille est ça, et téléphone number de 13. Donc on veut que les numéros de téléphone soient de longueur 13. Voilà, donc ça c'est le modify. Là, on va, voir la suppression d'une colonne. La suppression d'une colonne se fait avec le alter table, nom de la table drop et les colonnes qu'on veut supprimer. Donc, par exemple, ici, on a supprimé les 2 colonnes adresse et téléphone. D'accord? On peut supprimer, bien sûr, une colonne à la fois, bien sûr. Alors, là, on va ajouter une contrainte à une, colonne existante. Donc la colonne, elle est là, on veut lui ajouter une contrainte. Comment on fait? On fait un alter table, le nom de la contrainte, puis on fait un add constraint
le nom de la contrainte et le type de la contrainte. Bien sûr, ici, étant donné que nous ne sommes pas lors de la création d'une colonne, tout est fait niveau comme c'est le cas au niveau table. Donc il faut préciser de quelle colonne il s'agit, d'accord? Bien sûr, on peut ajouter une contrainte, ouais, là, on peut ajouter plusieurs contraintes. On va juste mettre constraint, ensuite on met un autre constraint et l'autre contrainte, d'accord? Donc on peut rajouter plusieurs contraintes. B, alors, comme je viens de vous le dire, lorsqu'on veut ajouter une contrainte à une colonne, on peut ajouter toutes les contraintes sauf la note nulle. La contrainte nulle ou note nulle, elle est, ajoutable, enfin, c'est pas ça, elle peut être ajoutée avec le mot-clé, modify. Donc c'est lorsqu'on fait ça, pardon, c'est ici, c'est avec le modify qu'on rajoute une contrainte note nulle. Là, c'est un exemple. Donc, alter table fournisseur, modify contact, constraint, et là, on va rajouter la contrainte note nulle. D'accord? Alors, ça, c'est pour supprimer une contrainte. Donc, alter table fournisseur, drop constraint, et on met le nom de la contrainte. Vous voyez ici, en fait, que le nom de savoir ou la connaître le nom de la contrainte est important pour pouvoir, par exemple, la supprimer. Et le nom de la contrainte est aussi important pour pouvoir activer et désactiver une contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire activer et désactiver une contrainte? Ça, c'est un exemple qui n'est pas très répandu, qui n'est pas très sympathique, mais qu'on peut avoir dans la vie courante. Bon, il se pourrait qu'on ait ce cas de figure. Si vous vous rappelez, en fait, lorsqu'au niveau du schéma relationnel, nous avions un 1-1. Si vous vous rappelez, on a dit qu'on avait plusieurs façons de faire. On pouvait faire migrer la clé étrangère d'un côté ou de l'autre, ou on pouvait faire migrer les deux clés étrangères dans les deux côtés. Faire une migration à la fois des deux clés primaires. Et ben, quand on fait ce genre de manipulation, on se retrouve avec des clés primaires et des clés étrangères qui se référencent dans la table et dans l'autre. Et ça, c'est problématique. Problématique quand? Problématique lors de l'insertion des données. Pourquoi? Parce que j'ai la table T1 qui référence la table T2 et j'ai de l'autre côté la table T2 qui référence la table T1. Ce qui veut dire que lorsque je vais rajouter une ligne au niveau de la table T1, lorsqu'on va rajouter une ligne au niveau de la table T1, on va rajouter quelque part une information qui concerne la table T2. Et cette information-là, elle n'a pas encore été insérée au niveau de T2. Il va nous générer une erreur. Il va nous dire: «Ah non, violation de contrainte clé étrangère. L'information que vous avez, mis ici, eh ben, elle n'existe pas dans la table T2». Et nous, en fait, étant donné que les 2 tables se référencent mutuellement, à chaque fois, on va avoir un problème. Même si on va, commencer par l'insertion avec la table T2, par exemple, on commence à insérer au niveau de la table T2, et ben, au niveau de la table T2, j'ai une référence vers la table T1. Ben, quand je vais insérer des données dans la table T2, il va me dire: «Ah non, on n'a pas le droit de faire ça. Cette information n'existe pas dans la table T1». Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un casse-tête. On ne peut pas faire une insertion en parallèle. Ça ne se fait pas. Et donc, ici, dans ce cas de figure qui n'est pas un cas de figure très plaisant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut désactiver une des deux contraintes. Il faut désactiver une contrainte foreign key pour pouvoir insérer dans une table normalement, ben, insérer normalement. Ensuite, on réactive la contrainte foreign key. Bien sûr, lors de la désactivation qui a été faite pour ajouter les valeurs, on pourrait là où se tromper. Qu'est-ce que cela veut dire? On pourrait rajouter des valeurs qui ne vont pas exister, même dans le futur, au niveau de T2. Et Oracle n'a pas le moyen de les vérifier. Pourquoi? Parce que quand on a désactivé la contrainte foreign key, Oracle ben, n'a plus la main pour vérifier les données. Même si on la réactive après, ben,
même si on la réactive, il va pas vérifier les anciennes valeurs et donc là, ce sera pas une bonne chose, en fait. C'est un gâchis, c'est un gâchis de temps. En fait, non, non, en fait, non. En fait, il va vérifier et on ne va plus pouvoir, oui, excusez-moi, il va vérifier et on ne va plus pouvoir, voilà, si on a une erreur d'insertion, on ne pourra plus réactiver la contrainte. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de très, de très facile. Généralement, lorsqu'on travaille, on essaie d'éviter ce genre de manipulation, d'accord? Mais des fois, on n'a pas le choix. Beh, vous voyez que, un choix de conception, de modélisation qui est fait au niveau entité-association et au niveau passage relationnel va impacter, après le code SQL. Vous voyez, on est obligé d'activer, désactiver, activer, désactiver. Ça, c'est pour un choix qui a été fait au niveau passage relationnel. Donc vous voyez l'impact. Ben, ça, je vous parlais de l'activation, désactivation des contraintes. Bien sûr, quand on va activer ou désactiver une contrainte, alter table, disable constraint, il faut connaître le nom de la contrainte. Sinon, on va chercher dans la table user constraints et on prie pour tomber sur la bonne contrainte. Alors, drop table nous permet de supprimer une table. Truncate nous permet de vider une table. On va voir après ça via Nielsen. Et on peut renommer le nom des tables, même le nom des colonnes. Là. Donc, ça, c'est pour renommer le nom d'une table. Donc, rename l'ancien nom to le nouveau nom. On peut renommer le nom d'une colonne. Donc, c'est alter table, le nom de la table. Rename, rename column, le nom de la colonne, l'ancien nom, tout le nouveau nom. D'accord? Donc, si lors de vos manipulations, vous vous trompez lors de l'appellation d'une colonne ou d'une table, là, c'est facilement, on peut le corriger facilement. Il n'y a pas besoin de supprimer la table pour corriger le nom de la table. Ben, alors, je vous montre juste la différence entre drop et truncate. Alors, elle est où notre table? Alors, la T1. Alors, T1, c'est une table qui est bien remplie. Vous voyez? Là, on va faire un truncate table. Truncate. Truncate table T1. Truncate, en fait, elle permet de vider la table. Regardez, Tao, select étoile from T1. No data found. Select count étoile. Count étoile from T1. 0. Il n'y a aucune donnée parce qu'on a fait en fait un truncate table. Là, on va faire, mais quand on fait un desk après le truncate, la table elle est là. Elle est encore là avec ses différentes colonnes. Par contre, lorsque on fait un drop table, lorsqu'on fait un desk T1, il va nous dire là où l'objet, j'arrive pas à trouver l'objet, parce qu'en effet, c'est un objet qui a été supprimé. D'accord? Donc ça, c'est les petits exemples concernant la création d'étapes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions?